Dans ce pays à vocation fortement agricole, avec près de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, dont 1% seulement cultivées, la population congolaise, qui ne vit qu'avec près de 2,5 $ par jour, est astreinte à être un fervent consommateur des produits de la terre. Malheureusement, faute de connaissances, ces produits apparemment inoffensifs par manque de traitement approprié peuvent devenir nuisibles à notre santé. Nous sommes ici descendus dans la concession KO, rencontrer cet agronome de près de 50 ans de carrière qui nous éclaire sur la question. Il y a des pesticides, les produits phytosanitaires que nous utilisons pour lutter contre les maladies et les insectes. Il y a la fiente qu'on appelle communément le fumier que nous utilisons aussi pour fertiliser les sols. Alors tous ces intrants que nous utilisons, si c'est mal utilisé, ça peut causer des dommages ou ça peut causer aussi des anomalies à la santé des consommateurs. Quand on utilise les pesticides, il faut du moins accorder un temps de rémanence de plus ou moins de 10 à 15 jours. Ça dépend des produits puisque tous les produits phytosanitaires n'ont pas la même toxicité. Voilà, ça dépend. Il y a de ces produits qui sont plus toxiques, il y a d'autres qui sont moins toxiques. Donc, l'utilisation des pesticides, tout comme des engrais, nécessite une bonne connaissance pour les utiliser pour que ça ne puisse pas nuire à la santé des consommateurs. Face à cette triste réalité, une question se pose. Dans l'usage des pesticides, que faire pour éviter le pire et protéger la population des conséquences graves qui peuvent en découler? Nous devons éviter d'abord d'utiliser les produits non homologués. Nous devons aussi éviter d'utiliser les produits toxiques parce que là déjà, il y a certains produits qui sont rayés sur les marchés. Je peux donner l'exemple des DDT, c'est déjà un produit déclassé. Mais il y a certains agriculteurs qui jusque-là, pour l'efficacité de ces produits, ils font encore usage de ces produits. Et nous devons aussi utiliser des produits qui conviennent aux cultures. Par exemple, il y a les mamans maraîchères qui utilisent les NPK. Alors déjà, dans la culture maraîchère, c'est dans la culture de fruits et légumes. Vous voyez, les NPK, c'est vraiment utilisé pour les grandes cultures, ce n'est pas pour les légumes. Déjà là, ça ne donne pas quelque chose de bon. Voilà. Déjà, quand nous parlons de la vie de Kinshasa, dans différents sites maraîchers, ces gens ne sont pas accompagnés. Vous voyez. Je donne un exemple de produit couramment utilisé, l'urée. Dans différents sites, les mamans l'appellent mungwa. Vous voyez. Il y a ce qu'on appelle les temps de rémanence. En fait, c'est les temps où le produit reste actif dans les plantes. Alors, ces mamans, généralement, ne savent pas quelle est la durée de rémanence pour chaque produit. Vous voyez? Et là, c'est déjà un problème. Mais ceux qui sont experts en domaine, ils savent pour chaque produit la durée de rémanence. Cela pourrait éviter tous ces problèmes d'anomalies à la santé humaine. Contrairement à ce que la masse pense, la période de pluie n'est pas un temps favorable à l'agriculture, mais plutôt un conditionnement difficile pour les cultures. Quand le sol devient trop humide, ça favorise le développement des microbes qui attaquent les plantes autour de certaines maladies. Il y a des insectes nuisibles qui viennent attaquer les plantes, surtout en maraîchage et surtout quand sur les cultures de solanacées, des familles de solanacées où il y a la tomate, les aubergines, les poivrons, les piments, les moreilles, les bilolos. C'est parmi les cultures qui sont très attaquées et par les insectes et par les maladies. Afin de pallier au problème de toxicité des pesticides chimiques, certains agriculteurs proposent l'usage des biopesticides, ces derniers étant beaucoup moins dangereux.
mais leur efficacité reste relative. Bon, à l'heure actuelle, on parle aussi des biopesticides. Les biopesticides, ce sont les pesticides fabriqués à base de plantes. Il y a les titonias, il y a Tephrosia, il y a plusieurs plantes qu'on peut utiliser, mais il faut connaître comment la formule pour préparer, soit obtenir un insecticide ou bien obtenir un fongicide. Puisque l'utilisation des pesticides, ces produits chimiques-là, ce n'est pas tellement très mal. On peut les utiliser, mais il faut savoir comment les utiliser. C'est la manière d'utilisation qui rend mauvais les pesticides chimiques. Vous savez, les pesticides, les biopesticides, c'est aussi un grand marché qui s'ouvre au monde. Les biopesticides sont moins dangereux pour la santé des consommateurs. Déjà, pourquoi? Parce que ça tire son origine des sources naturelles. Mais à cela, il y a aussi de certaines contraintes qui nous poussent, nous agriculteurs, de ne pas vraiment se pencher du côté des biopesticides. Pas trop efficace, il faudra faire des passages peut-être d'une semaine, 2 semaines, alors que comparativement aux pesticides chimiques, vous pouvez faire une seule application et puis vous avez les résultats. Alors, c'est comme nous venons de dire, tous ces produits chimiques, quand on les utilise mal et régulièrement à l'excès, ce n'est pas bon pour la santé de l'homme. Il y a certaines intoxications qui sont directes et d'autres sont vraiment lentes. Nous voyons les gens qui souffrent de cancers, différentes maladies. Oui, cela est lié aussi à notre consommation, à l'alimentation. Parce que comme nous venons de dire, tout ce que nous consommons a des effets sur la santé humaine. Nous avions parlé des pesticides. Et là, nous rappelons que le pesticide, surtout les pesticides chimiques, il n'y a pas les 0,00% de traces. Vous voyez? Donc, à chaque fois que nous avons des aliments produits par des pesticides, il y a un certain pourcentage où les scientifiques disent que ce pourcentage est tolérable. Vous voyez? Mais dites-vous, tolérable pour combien d'années? Déjà, c'est chaque jour, nous ajoutons un certain nombre de pourcentages de produits toxiques. Notons aussi que le problème du produit du sol n'est pas toujours lié aux pesticides. Il peut tout aussi bien provenir de la qualité des semences utilisées. Puisque les semences, il y a des semences en graines, il y a des semences en bouture, comme je peux prendre l'exemple des boutures de pondou ou de manioc. Les interdits, c'est d'abord, quand on doit utiliser les semences, il faut faire un bon choix. Quand on a fait un très mauvais choix de semences, des semences non appropriées, non sélectionnées, à partir seulement des semences, il y a déjà la maladie qui se manifeste. Puisqu'il y a plusieurs maladies qui se manifestent sur les cultures, surtout les cultures maraîchères. Il y a des maladies fongiques, il y a des maladies bactériennes, il y a des maladies virales. Voilà, donc les choix des semences, c'est vraiment quelque chose de très important. Dans l'agriculture, un autre grand débat s'invite à table. Il s'agit des organismes génétiquement modifiés que nous consommons quelquefois sans le savoir, sous forme de maïs, soja, riz, colza, canne à sucre et bien plus encore. Alors déjà, pour aborder cette question, nous devons rappeler c'est quoi un OGM. C'est un organisme vivant dont on a modifié les gènes, soit pour beaucoup produire, soit pour résister à une attaque des nuisibles, ou soit pour accepter un herbicide quelconque. Alors déjà, quant à cette question, il faudra dire que
les idées se bousculent au sein des scientifiques. Les uns disent que c'est inoffensif et les autres jusque-là disent que c'est vraiment quelque chose qui pose beaucoup de problèmes à la santé des consommateurs. Alors, dans certains pays, il y a des réglementations. D'autres scientifiques disent que quand vous respectez les normes, la consommation des OGM n'est pas nocive à la santé humaine. Alors nous devons déjà savoir quelles sont ces réglementations. La première réglementation, c'est qu'il y a les autorisations. Vous voyez, autorisation nationale ou internationale. La deuxième réglementation, c'est l'étiquetage. Tout consommateur d'OGM doit lui-même savoir que ce qu'il est en train de consommer, c'est un OGM. Il doit être conscient, il doit approuver, voilà, je consomme un OGM. Donc, il doit être conscient. Et la troisième, c'est la traçabilité. Donc, on doit suivre la chaîne de production des OGM. Par où on a commencé, quel est ce gène qu'on a introduit, ce gène a quelles caractéristiques, et ce gène, selon les études faites, à la longue, ça peut causer du tort à la santé. Et s'il y a des études poussées, et même si à la longue, on remarque que ces gènes étrangers qui a été introduit dans telle ou telle culture seraient nocifs, on peut retirer les produits sur les marchés. En dehors de cette réalité liée aux OGM, il est important de relever que la qualité du sol peut aussi être la cause de plusieurs maladies, surtout quand il s'agit de l'enfouissement des sachets plastiques dans les espaces agricoles. La première des choses, c'est qu'il y aura altération du sol, altération de la structure même du sol. Parce que les sachets plastiques, déjà, sa décomposition est très difficile et très lente. Quand nous parlons de la détérioration de la structure du sol, ça veut dire les sachets déjà dans le sol, ça va rendre compact, ça va compacter le sol, ce qui ne va pas permettre une bonne filtration. Vous voyez, dans le sol, la couche arable, que nous appelons la couche riche du sol, c'est de 0 à 30 cm. Mais déjà, quand il y a un sachet dans les 10 cm, vous voyez que ça empêche même les racines des plantes d'aller puiser les éléments nutritifs. Alors imaginez la suite, nous consommons les plantes et nous consommons aussi les résidus se trouvant dans ces parties qui viennent notamment de la dégradation de tous ces sachets dans les sols. Les personnes qui cultivent sur des terrains où on avait enterré les sachets, c'est très mauvais parce que c'est rempli de métaux lourds. Bon, l'avantage qu'on a dans la nature, je prendrai le cas de notre pays, c'est quoi? Souvent, dans de pareils endroits, tu verras des plantes telles que le Phyllanthus, qui est un dépolluant naturel. C'est là où Dieu crée l'équilibre, mais cela dépendrait à nos scientifiques. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur les Phyllanthus, j'ai dû comprendre que le Phyllanthus, ça dépollue contre les métaux lourds. Les aliments que nous mangeons aujourd'hui, en tout cas 80% viennent de l'agriculture. Maintenant, là, il y a un problème aussi par rapport aux produits que nous utilisons. Quand on parle de bio, c'est quand on a au moins 98% de valeurs biologiques dans ce qu'on a planté. Là, nous sommes rassurés que l'aliment est bio. Mais quand on ajoute des produits chimiques, maintenant, il y a un problème. Nous avons d'abord les engrais. Les engrais, on les met pour faciliter la croissance rapide de ce que nous allons planter. Les pesticides, nous les mettons pour éloigner des rongères. Alors, ces deux éléments-là perturbent quand même la nature même de l'aliment. Ils apportent une touche qui n'est pas ordinaire. Ça peut être dangereux pour la santé du consommateur. D'où il est nécessaire de noter cet aspect des choses-là en disant clairement que les produits chimiques, que ce soit les pesticides ou des engrais chimiques, perturbent le fonctionnement hormonal. Perturbent, dans le fonctionnement hormonal, nous avons
le problème de la maternité. Chez la femme, aussi du côté de l'homme. Ça dérange même la sémence de l'homme. Les produits chimiques que nous appelons les pesticides et les engrais chimiques. Du côté de la femme aussi, ça perturbe les tableaux hormonaux en créant même des troubles de règles et même malformations quand on a la grossesse. Donc c'est déjà quelque chose qui n'est pas vraiment très conseillé. Pour veiller à la sécurité alimentaire, il est utile de bien organiser la cueillette, l'acheminement au marché, mais aussi l'entreposage. Après avoir produit, vous n'avez pas un marché sûr. Vous devez conserver pendant un certain temps votre produit. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte pour savoir comment garder vos produits. Et tous ces éléments dépendent d'un produit à un autre. Il y a d'abord la température. Généralement pour les fruits et légumes, c'est de 0 à 10 degrés. Quand déjà vous avez les chambres frigorifiques, il y en a. La température, c'est de 0 à 10 degrés. Vous pouvez bien conserver vos fruits et légumes. Ça, c'est le premier élément. Il y a la température. Le deuxième élément, c'est l'humidité relative. Et ça, c'est pour des produits tels que les produits céréaliers. Voilà. Vous devez garder une humidité relative. En fait, la quantité d'eau qui doit être dans soit les grains de maïs, soit les grains d'arachide, il ne faudra pas qu'il y ait une grande quantité d'eau. Et là, l'humidité relative pour les produits céréaliers, c'est de 13 à 14 %. Donc, si vous avez vos maïs, vos arachides, vos haricots, il faudra que le taux d'humidité soit de 13 à 14 %. Là, vous allez conserver vos produits dans de très bonnes conditions. Et nous avons aussi la ventilation. Vous voyez, donc, la ventilation, c'est pour empêcher la condensation. Parce que dans les entrepôts, vous voyez, on peut entreposer les sacs. Vous avez séché vos maïs, vos sacs d'arachide. Vous devez le mettre dans les dépôts. Mais dans votre dépôt, il faudra qu'il y ait la ventilation. C'est pour éviter que les histoires se condensent. Il faudra que l'air puisse circuler librement. Et un dernier point aussi à prendre en compte, c'est l'hygiène. Vous voyez, l'hygiène aussi entre en jeu. Cela évite à ce que même dans votre dépôt, vous puissiez attirer les ravageurs. Donc, quand l'endroit est très propre, c'est aussi une pratique qui peut vous aider à bien garder vos produits après récolte. Quand on arrive à arracher ces produits de la terre, nous avons maintenant l'objectif de les amener quelque part. Alors, si les produits chimiques nocifs étaient déjà constatés au niveau des champs, maintenant nous avons un autre aspect qui nous guette maintenant pendant les transports, ce sont des micro-organismes pathogènes. C'est-à-dire, vous allez voir que pendant la cueillette, on va récolter sans même laver les mains. Alors, maintenant, nous prenons maintenant les transports que nous allons utiliser. On va mettre ces produits dans les véhicules. Les véhicules là, on mélange, on fait ce qu'on appelle les transports mixtes. Et les humains, et les animaux, et à manger ensemble. Alors, les chèvres peuvent uriner sur les pondous, les chèvres peuvent uriner sur les maïs, et sur les foufous et tant d'autres. Et on mélange ça comme ça, c'est déjà pas intéressant. On arrive à l'endroit des stockages. Là, on va décharger, des fois on jette même les sols, des fois on met dans des conditions qui ne sont pas sécurisées pour les aliments. Et on amène ça au marché, on les vend à l'air libre, on les vend sous le soleil, n'est-ce pas? Et toutes les poussières des avenirs, toutes les poussières des véhicules, tous les fumées des véhicules, tout ça tombe sur les aliments. Vous devez savoir qu'il n'est pas conseillé, dans les normes, il n'est pas conseillé d'avoir les marchés tout près des grands acteurs. Mais aujourd'hui, nous allons voir que nos marchés sont plus dans les grands acteurs. Là où on est en train de décharger, là où on est en train de vendre, là où on est en train de faire tous ces chats-là, c'est dans
les lieux publics où il y a des véhicules, il y a des passagers, les poussières, les fumées des véhicules, sans oublier les nuisibles insectes et consorts. Tout ça, ça perturbe un peu la sécurité de nos aliments. J'ai vu dernièrement sur les réseaux les images des marchés de Gambela. J'ai été écœuré de voir un tel marché. L'État passe pour percevoir les taxes. Parce que le tout est régi par la loi. Normalement, dans un endroit insalubre pareil, même l'administrateur des marchés là devait être condamné. Parce que c'est un criminel. Parce que qui dit un marché, ça doit être un endroit sain où on doit éviter toute forme de microbes. D'abord là, il y a de la boue. Et cette boue-là, ce n'est pas mélangé seulement avec la boue comme telle. Il y a des feuilles qui sont en train de se décomposer. Il y a des sachets avec la chaleur qui émet des rayons qui va se fixer, étant donné qu'il n'y a pas d'arbre, ça va se fixer où l'homme va l'inhaler, ou bien ça va se fixer sur ce que nous aurons acheté. Donc c'est quelque chose où je crois que c'est à l'autorité de voir dans de pareils endroits. Moi je me souviens, le marché Gambela, c'était parmi les marchés propres et construits dans les normes. Aujourd'hui quand tu vas là-bas, c'est un dépotoir. C'est un milieu où les microbes se développent. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'homme quinois, même si tu vas, tu te promènes sur la boue et puis par rapport, on te lave les pieds. Mais tu sais, il y a certaines maladies qu'on appelle Mbassoula. Ce sont des microbes. Pour dire que quelque part là, tu peux attraper les Mbassou sans le savoir, parce que tu as marché dans un endroit non approprié, qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Et on arrive là-bas, je prends l'exemple des Pondou. Il y a des mamans aujourd'hui qui n'ont plus l'habitude de dépiler comme on faisait dans nos traditions. Maintenant, ils commencent à utiliser des machines pour préparer les pondous. Mais qu'est-ce qui se passe? L'eau d'abord qu'on lave les pondous, ce ne sont pas des bonnes eaux. À part ça, il y a aussi des ingrédients qu'on ajoute. Souvent, on prend des tomates pourries, on prend des oignons pourris, hein, qui ne sont pas propres, qui ont été infectés. Parce qu'il faut savoir que l'oignon infecté contient des microbes. La tomate déjà contient des moisissures. Oh, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent nuire à la santé. Mais on les met encore dans les pondous et on va moudre. Et après ça, on va prendre dans les sachets qu'on va mettre les pondous, amener à la maison. On arrive à la maison, la manière de préparer aussi, l'environnement n'est pas très bon. Il y a des nuisibles aussi au niveau de la cuisine, trop de choses. Alors vous allez voir qu'en tout cas, ce que nous mettons sur la table pour manger n'est pas sécurisé, contient des bactéries, des produits chimiques nocifs et par conséquent, nous développons des maladies. Voilà comment les tableaux se présentent. Outre le produit des champs, les milliers de kilomètres du fleuve et des rivières de la RDC offrent une grande quantité de poissons de toutes races, qui, faute de politique adéquate, deviennent aussi impropres à la consommation. En réalité, les poissons sont de grandes valeurs que nous avons besoin pour notre santé. Ils contiennent des nutriments essentiels qui nous permettent de faire fonctionner notre corps, en commençant par le cerveau, les cœurs et d'autres organes. Parce qu'il y a des oméga 3, il y a des minéraux et tant d'autres. Malheureusement, l'environnement dans lequel vivent les poissons, en tout cas, commence à inquiéter. Parce que l'hygiène fait partie des bases, des fondements même de notre alimentation. Quand un poisson vit dans un environnement pollué, où ceux qui construisent des maisons tout autour des rivières focalisent ou canalisent leurs toilettes faux septiques dans les eaux. Les plastiques que nous consommons de l'eau aujourd'hui, des sachets, nous jetons dans l'eau. Les usines qui fabriquent des éléments chimiques jettent les déchets dans les eaux. Et l'environnement est devenu polluant, à telle sorte que tous les poissons qui y vivent consomment les dangers et en retour, c'est nous qui allons consommer ces poissons-là. Parce que nous pensons peut-être que quand nous jetons, nous pensons que nous avons fini l'histoire en se débarrassant de nos déchets,
peut-être du sel, des toilettes, des douches, des plastiques et autres. Demain, ce que nous avons jeté là nous reviendra en consommant maintenant le poisson. Et le poisson va nous apporter non seulement les micro-organismes pathogènes, des bactéries comme des salmonelles, mais également encore des produits chimiques que nous appelons des métaux lourds, comme des arseniques, n'est-ce pas, qui se trouvent dans l'eau. Et en consommant les poissons, nous les vivons. Et ça complique notre santé et ce n'est pas intéressant. Oui, par rapport aux poissons des océans, vous savez, l'océan a un principe de son fonctionnement. Tout ce qui est sale, il jette dehors. Les déchets que nous voyons par exemple ici, si c'était à l'océan, on n'allait pas voir ça. Donc l'océan va rejeter dehors tout ce qui est sale. Maintenant, le problème, c'est que les poissons, il y a une intercommunication, ou il y a des voyages aussi. Il y a des poissons qui peuvent quitter les fleuves pour entrer à l'océan. Il y a des poissons qui peuvent quitter une rivière, arriver au fleuve et puis être jetés à l'océan. Vous voyez, c'est cette réalité-là que nous voulons voir. Et les poissons de l'océan sont bien sécurisés, si on peut dire comme ça, mais il y a un problème si les poissons-là venaient d'un endroit sale. Les poissons venaient dans un endroit pollué. Donc, on pourra toujours revenir à la même chose. Donc, le plus important, c'est d'assainir l'environnement pour que nous ne pourrons pas vivre les conséquences. Afin d'échapper à ce tableau sombre, beaucoup de citoyens achètent du poisson et de la viande importée. Malheureusement, les conditions de transport mal organisées nous ramènent des fois au point de départ. Vous savez, quand il y a des aliments frais, depuis qu'on a pêché le poisson ou depuis qu'on a abattu l'animal, pour arriver là où on doit les conserver, on doit les consommer, prenons la viande et les poissons qui sont importés, ils doivent respecter la chaîne de froid jusqu'à la maison. Respecter la chaîne de froid, c'est-à-dire quoi? Normalement, dans une usine de conservation ou de transformation des aliments, qui traitent des aliments frais, ils ont des systèmes de refroidissement qui sont caractérisés par la température négative et la température positive, c'est-à-dire les températures inférieures à 0. C'est avec ça qu'on fait la surgélation, la congélation. Et ces aliments, par exemple le chinchard, il est vendu congelé à partir de son usine en Namibie ou quoi, c'est congelé. Ça vient dans un bateau aussi frigorifique. Donc là où on met ces poissons-là, ils doivent être conservés au froid. Et d'ailleurs, le bateau aussi est contrôlé par les armateurs. Il y a l'hygiène. À cause de l'hygiène, on les contrôle. Il y a des températures qu'on vérifie si ça respecte ces températures. Maintenant, quand ça arrive à Matadi ou à Boma, on doit l'embarquer dans un conteneur frigorifique. Mais qu'est-ce qui arrive? La maman veut, elle achète son poisson au port à Matadi, elle veut venir plus vite, elle loue un taxibus ou quoi, parce qu'elle veut venir vite, ou bien elle estime qu'elle ne peut pas aller attendre, elle ne peut pas aller retirer à Kinshasa. Et alors, de Matadi, ou du moins du port, le moment où on a sorti la marchandise de la chambre froide, jusqu'au moment où elle va arriver à Kinshasa, dans l'hygiène de conservation des aliments, il y a eu la rupture de la chaîne de froid. Parce que l'aliment va prendre la température de la route, du véhicule, jusqu'à quand elle va arriver ici. Et par malheur, elle peut arriver aussi, après qu'on ait fermé les chambres froides, elle pense que dans le carton, et le poisson a gardé toujours sa nature. Non, c'est comme ça que vous pouvez avoir des gouttelettes de sang ou des signes de sang qui commencent à couler parce qu'il y a eu réchauffement de la marchandise. Toute cette période-là correspond à la rupture
de la chaîne de froid, ce qui est interdit dans le commerce. Normalement, quand il arrive, il suffit d'évaluer seulement le temps, on dit qu'il n'est plus dans les normes. Et puis quand ça arrive ici, on met dans la chambre froide, peut-être il y a rupture de courant, ça fait que le poisson, finalement, depuis son arrivée à Matadi, depuis le dépotage, elle a perdu la température de conservation. Parce que là, il est dans notre température ici. Vous voyez que parfois, je transpire. Donc, vous voyez, ça va faire 32 degrés, plus moins 2 ou moins 3. À la fin de compte, c'est la température supérieure qui va primer. En plus, nous, quand nous allons au marché, d'abord, la maman qui vend les poissons, il le va sur l'étalage, ce qui n'est pas bon aussi. Il prend tous les poissons qu'il fait sortir du carton et l'étale. Le matin, c'est très bon, les poissons sont encore congelés. Mais chaque minute qui passe compte. Ça signifie que vers 14 h, et les mamans, quand ils n'ont pas assez d'argent, ils disent que c'est un poisson qui a déjà perdu toute la fraîcheur. Maintenant, ajoutez à cela l'endroit où on est en train de vendre. Vous avez des caniveaux bouchés. Vous avez tout ce qu'on jette du marché, les matières fécales, les urines, les restes de nourriture. C'est un foyer de développement des micro-organismes. Et les micro-organismes qui sont là sont les micro-organismes qui ont l'habitude d'être avec nous. C'est là où on va trouver. Il y a des microbes qui viennent pour faire pourrir, hein, et on les appelle les putréfiants. Leur rôle, c'est de dégrader, ils consomment des protéines de ce poisson-là. D'autres, c'est ça qu'on appelle, qui provoque les entérites. Et avec ça, l'état du poisson lui-même ne peut plus être bon. Et même quand il est bon, il a connu peut-être une contamination au salmonella, c'est-à-dire la typhoïde. L'eau, c'est la vie, dit-on, car sans elle, il est impossible de vivre. Malheureusement, faute d'une bonne politique de redistribution, cette richesse se raréfie, poussant la population à la débrouillardise, quitte à consommer des eaux de forage et bouteilles non testées. Rappelons-nous que Régie des eaux traite de l'eau d'une manière particulièrement bien, et la grande difficulté, c'est la distribution. Une fois l'eau est traitée, quand vous prenez de l'eau juste au niveau de l'usine, vous la consommez, c'est vraiment de l'eau bien traitée, bien arrangée. Maintenant, le problème, c'est que la distribution pose problème. Et vous allez voir, vous avez fait 3-4 jours sans qu'il y ait de l'eau. Quand Régie des eaux va libérer maintenant de l'eau, les tuyaux qui ont créé des moisissures, l'eau qui viendra portera des moisissures. Or, les moisissures, déjà, c'est déjà un problème pour la santé. Ça constitue un grand problème par rapport à ce que nous appelons les métaux lourds dans les tuyaux moisis. Donc c'est déjà un problème de santé publique. À part ça, nous avons un autre problème, à part le problème des régies des eaux, nous avons aujourd'hui des forages. Il y a des gens qui ont quand même arrivé à chercher à résoudre le problème en apportant de l'eau de forage. Ce n'est pas mauvais, mais notons que l'eau de forage est nous servir pour les vaisselles et pour la lessive. Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire. L'eau de forage n'a pas été conçue pour être consommée, ni pour préparer, ni pour boire. Ce sont des eaux destinées pour faire la vaisselle, le ménage et d'autres activités ménagères. Donc voilà ce qu'il faut noter de l'eau. Et surtout, il faut noter qu'il y a même des maisons qui ont un petit espace, il y a forage, il y a des fosses septiques, il y a ce qu'on appelle la contamination croisée entre les eaux qui viennent des fosses septiques et des eaux qui viennent des forages. Il y a croisé quelque part et ça, il y a une contagion croisée qui s'est faite. Bon, si je dois écouter l'autre, je dirais que nos forages ne sont pas faits dans les normes. Alors aujourd'hui, il est grand temps qu'il y ait toujours l'autorité de commencer à faire les contre-expertises pour savoir exactement il y a ces tours. Parce que les échantillons de l'eau, normalement, je crois qu'ils sont censés les remettre tous les 3 mois ou chaque mois pour savoir à ce moment ces tours il est
Surtout, on venait d'avoir beaucoup d'inondations dans la ville de Kinshasa. Est-ce que cette eau-là n'était pas infectée? Donc il y a toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Moi, aujourd'hui, personnellement, je conseille l'homme à bouillir l'eau de la régie des eaux. Ça, c'est un de deux. De la braise, nos macala là. N'hésitez pas de les mettre dans l'eau, parce que ça tue les bactéries. Si tu n'as pas les macala, tu as les moringa. Parce que normalement, une graine de moringa, ça arrive à purifier au moins 1 litre d'eau. Pour dire qu'on a des astuces qui peuvent permettre à ceux qui, au lieu d'aller dépenser un achat de l'eau, juste l'eau de la régie de l'eau, vous allez le bouillir, mettez un peu de la braise. Mais l'élément qu'on doit arriver à savoir dans nos villages, ce sont ceux qui consomment une bonne eau. Parce que la majorité de l'eau de source est vraiment propre à la consommation. Quitte à ce que l'autorité arrive à voir exactement comment arriver à récupérer ces eaux-là. Parce que ça ne demande même pas de traitement. Pour dire que de la source, on la consomme. Mais c'est aux autorités de voir est-ce que dans nos villages, on doit continuer à faire des forages. Ou bien il faut juste comment barrer l'eau des sources et mettre des pompes qui prendra cette eau-là et ça va les amener là où ça doit amener, sans qu'on dépense autant d'argent qu'on a eu à étendre dans les jours passés. Alors, du côté bouteille, il y a aujourd'hui, d'abord la preuve, nous le voyons dans le caniveau, où il y a beaucoup de bouteilles qui couvrent même l'espace de l'eau. Pourquoi? Parce que nous consommons trop d'eau de bouteille. Ce n'est pas mauvais parce que ce sont des lots qui sont rassurés être propres, mais il y a un problème aussi parce que les emballages là, qu'on appelle bouteilles en plastique, peuvent devenir dangereux pour la santé. L'eau que nous buvons avec des bouteilles en plastique, ça doit pas être exposé au soleil. Mais quand on voit par rapport à la chaîne de la production et de la consommation, entre l'usine et les vendeurs s'exposent au soleil. Pour dire que quelque part là, nous consommons de l'eau qui va nous rendre malades. C'est pour ça moi des fois je consomme à toute personne, prends l'eau de la régie des eaux, tu vas bouillir. Cherche le filtre, tu en bois ou tu mets un peu de macala, parce que le macala c'est un bactérien très puissant, ça va te permettre de boire de l'eau correcte qui ne va pas te rendre malade. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les chocolats emballés avec les sachets, que ce soit l'eau en bouteille en plastique, qu'on voit de l'usine jusqu'à nos tables, qu'on le fait le point exposé pour dire que nous achetons la maladie. Alors déjà, il faut éviter que les bouteilles soient exposées, soit dans la chaleur du soleil ou peut-être dans le feu. C'est déjà quelque chose d'intéressant à noter là-dessus. Alors, déjà, quand on ne fait pas attention, on risque d'avoir des problèmes de santé plus tard parce qu'il y a des métaux lourds qui vont se retrouver dans les bouteilles là. Alors, ça affecte déjà parce que les métaux lourds, quand ça entre dans le corps, l'organe le plus ciblé, ce sont nos reins. Les reins, parce que nous avons des petites cellules qu'on appelle des néphrones. Ce sont des cellules qui filtrent le sang pour produire les urines. Maintenant, ce sont des petites particules, cellules trop minimes, particules trop minuscules. Quand on consomme trop de métaux lourds, ça va aller boucher ces cellules et demain, on aura un problème d'insuffisance rénale. Et notez également que quand il y a trop de produits chimiques dans le corps, ça affecte le foie. Et le foie qui est affecté, ça nous amène à ce qu'on appelle l'hépatite toxique. Et l'hépatite toxique peut être causée non seulement par rapport à la boisson parce qu'il contient des produits chimiques, mais aussi par rapport aux produits chimiques nocifs que nous consommons, soit les médicaments, soit les aliments qui contiennent trop de produits chimiques. Ça va affecter le foie et on tombe dans les tableaux d'hépatite toxique qui demain sera muté en cancer. Donc demain on risque de tomber dans les cancers de foie. Aujourd'hui on a des cas comme ça très élevés des cancers de foie. Et à part de l'eau, les jus en plastique, en tout cas la majorité des jus en plastique que nous consommons aujourd'hui ne sont pas des jus naturels. Ce ne sont pas des jus naturels. On peut écrire les noms d'ananas, on peut écrire les noms de grenadines. En réalité, ce n'est pas frais. Ce sont des produits chimiques, il y a des colorants, il y a des arômes qu'on appelle des essences pour l'odeur, il y a des conservateurs et sans oublier les sucres ajoutés
et mis dans un emballage en plastique. Donc l'ensemble de ces 5 éléments-là est conséquent pour la santé. Donc c'est déjà pas intéressant pour la santé. Dans la vente d'eau pure, nous avons aussi la production d'eau en sachet, un secteur quelque peu délaissé au profit des margoulins et pseudo-chimistes au détriment de la population. Certaines personnes se permettent même de prendre telle quelle l'eau du robinet et remplir des sachets qu'ils écoulent au marché, causant sans doute beaucoup de maladies aux consommateurs. J'ai habité dans une maison où il y avait quelqu'un qui fabriquait de l'eau comme ça. Juste, il a mis un robinet, et les tuyaux de son robinet passaient jusqu'à sa petite cellule-là qui traitait de l'eau. Alors, ça venait juste dans un truc et il mettait dans les sachets et puis il était en train d'emballer. Je lui ai posé la question, mais tu n'as pas mis des produits pour traiter? Oh, c'est déjà traité au niveau de l'usine. J'ai dit, mais toi, tu as parlé ça au pire par rapport à quoi? Parce que si tu fais confiance que ça a été traité au niveau de l'usine, alors pourquoi toi, tu le fais encore ici? Il faut laisser les gens prendre l'eau directement du robinet, au lieu peut-être de commencer à faire comme ça. Donc, il faisait semblant, c'est comme si c'était traité l'eau, mais en réalité, ce n'était pas en réalité la chose. Donc, déjà, il faut se méfier de toutes ces eaux-là, parce que nous sommes vraiment trop exposés. Vous savez, au niveau du ministère de l'Industrie, il y a 245 normes liées à l'agroalimentaire. Parce que nous avons un comité national de normalisation au niveau du ministère de l'Industrie. Mais toutes ces normes-là, j'ai essayé de faire les enquêtes pour voir aucun respect de ces normes-là. Les normes existent, mais la population d'abord est ignorante de l'existence des normes. Les acteurs économiques sont ignorants des normes, les commerçants sont ignorants des normes. Donc ensemble, les normes existent, mais on est ignorant. Et comme on est ignorant, on ne fait pas attention à ça, on ne respecte pas et on tombe dans les tableaux de maladies. Eu égard à la propreté des cadres, la beauté des emballages, la conservation au frais des viandes et poissons, la diversité des produits, beaucoup de personnes estiment que le supermarché remplit largement les conditions de sécurité alimentaire exigées, ce qui n'est pas toujours vrai. Vous savez, ça c'est une ignorance qu'il faut déjà enlever dans la tête des gens, de penser que ce qui se vend au supermarché est super. Le supermarché, c'est un local où on a exposé des aliments, mais il faut se rassurer que tout ce qui se vend au supermarché n'est pas super. Pourquoi j'ai dit comme ça? Parce que ce soit les restaurants qui sont au niveau des supermarchés, laissez-moi vous surprendre qu'il y a même des aliments qui ont fait 3 jours. On ne fait que chauffer et donner à la population. Quand vous arrivez à 8 h, à 9 h au supermarché, vous êtes dans les rayons où on vend des aliments à manger. Vous allez voir qu'il y a déjà des aliments qui sont là. Ce qui était resté hier, on a réchauffé et on met à la disposition encore de la population. Il y a beaucoup de produits qui sont au supermarché, qui sont des produits importés. Des produits importés qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Ce sont des additifs alimentaires qui ne sont pas rassurés, surtout pour nos enfants. Surtout pour nos enfants. Il faut vous rassurer que vous puissiez donner à vos enfants des aliments bio fabriqués localement. C'est plus rassurant au lieu d'envier l'emballage, au lieu d'envier parce que ça vient de tel pays, la source des pays ou l'origine des pays n'est pas une assurance pour la santé. Parce que ce sont des commerçants qui ont besoin de l'argent, le reste, ce n'est pas leur problème. C'est les consommateurs qui souffrent, c'est les consommateurs qui auront des problèmes de santé. Donc, rassurez-vous que le supermarché n'est pas une garantie pour dire que tout ce qui se vend au supermarché est garanti. Il y a des pays où il y a des choses qui ne peuvent pas entrer, il y a des pays où on laisse passer toute autre chose. Alors, nous avons demandé à nos autorités qu'il y ait des lois des aliments importés. Parce que quand il y aura des lois des aliments importés, on saura sélectionner réellement quel aliment il faut laisser passer, quel aliment il faut faire passer. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des spécialistes dans les services de douane, dans les frontières, pour se rassurer réellement que celui-ci est un institutionniste, il sait que ça peut passer, ça ne peut pas passer. Quand on est profane, on peut voir l'étiquette et puis on trouve que c'est passable. Parce qu'il faut noter que la population congolaise n'a pas la culture de lire les notices. Parce qu'avant de consommer un aliment, regardez l'emballage.
regardez qu'est-ce qui est écrit sur l'emballage. Quels sont des éléments qui contiennent, qui sont dans les produits. On consomme des aliments déjà avariés, des aliments déjà expirés, mais pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas, on ne regarde pas sur les notices. Et grave encore, il y a même des maisons ici, nous avons entendu parler, nous sommes en train de mener des enquêtes pour en savoir plus, qu'ils ont même la facilité de changer même des dates. Ils trouvent que les produits arrivent à la fin, mais on antidate encore l'emballage pour que les gens croient que le produit est encore en vigueur. Voilà comment nous nous tuons chaque jour par rapport à notre assiette. Nous l'avons toujours dit que la vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette, car l'assiette tue plus que la guerre. L'assiette tue plus que la guerre. Alors si on peut dire un mot, c'est de rappeler aussi aux consommateurs qu'ils doivent consommer responsable. Avant de consommer, prenez le temps de voir, identifiez bien les produits. Parce que si déjà la part des services étatiques, ils ne font pas ce qu'il leur est confié de faire, alors c'est à nous de nous prendre en charge. Nous avons plus de 200 maladies d'origine alimentaire, en commençant par la diarrhée jusqu'au cancer. Beaucoup de cancers que nous avons aujourd'hui viennent de l'assiette. Il y a des aliments cancérogènes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Des produits chimiques dont j'ai parlé ici, il y a des huiles déjà utilisées, on utilise encore 2 fois. Il y a des aliments qui sont calcinés, on l'utilise encore. Alors tout ça, ce sont des produits cancérogènes. Et 600 millions tombent malades après avoir mangé. Et ceux qui tombent malades là, 420 000 meurent chaque année. Voilà les statistiques qu'on donne. Tu vois, donc on est face à cette réalité-là, où je dirais les problèmes du Congo aujourd'hui, étant donné, on a la politique d'abrutir la population. Or, nous devons changer le fusil d'épaule, qu'on amène une politique où on est là pour tirer la population vers le haut, que la population puisse avoir suffisamment de connaissances. À ce moment-là, quand il va quelque part, il sait ce qu'il doit acheter, comment il doit l'acheter, pour rester en bonne santé. Après avoir parcouru ensemble ce tableau assez sombre de l'état de la sécurité alimentaire en RDC, notre plaidoyer à ce jour est adressé à l'autorité, aux instances de régulation du secteur, mais surtout à chacun des consommateurs que nous sommes, car, dit-on, la vie n'a pas de prix.